Bonjour les amis, vous allez voir le numéro 5 des Chroniques de Gérard Desforges. C'est étonnant comment les synchronicités se créent à une vitesse vertigineuse en ce moment. Je vous raconte. Je décide assez subitement de faire une émission sur Jean Miguer, me rendant compte de l'oubli ou de la méconnaissance de certains cas ufologiques extraordinaires du passé. Quand j'ai demandé à mon ami Gérard les circonstances de la mort de Jean Miguer, celui-ci, outre le fait de me répondre immédiatement, m'informe qu'il en parlera dans sa prochaine vidéo, celle que vous allez voir mais que je n'avais pas encore reçue. Ensuite, une fois publiée ma vidéo sur Miguer, j'ai eu envie de faire une série d'émissions sur un autre des éléments essentiels de l'ufologie, les abductés. J'avais donc posté un sondage sur ma communauté pour savoir si le nom de Corrado Malanga vous parlait. Au vu des résultats, se construit petit à petit dans ma tête une trilogie d'émissions sur le sujet. C'est là que je reçois la vidéo numéro 5 de Gérard. Et aux surprises, il aborde le sujet des abductions. C'est juste parfait. Nous allons pouvoir ensemble nourrir et contribuer à ces études. De plus, Gérard évoque le cas de notre ami Marc Bettemont, à qui j'ai consacré 2 émissions sur cette même chaîne. Marc est un gars fantastique, qui a bien d'autres choses à nous apprendre. Il est vrai qu'il a rencontré un ange depuis nos émissions, c'est-à-dire une femme merveilleuse avec qui il est très heureux, tout comme moi, je le suis, de le voir enfin heureux. Je me suis permis dans cette émission, avec l'autorisation de Gérard Desforges, d'y associer ma voix lors des passages écrits. Et j'ai bien retenu les remarques de certains d'entre vous qui téléchargeaient mes émissions pour les écouter plus tard ou qui les écoutaient en faisant autre chose. C'est une chaîne interactive, je prends évidemment note de vos remarques, c'est la moindre des choses. Je vous laisse avec Gérard Desforges, que je ne remercierai jamais assez du travail exceptionnel qu'il fait encore à près de 80 ans pour continuer à nous parler de ces fantastiques enquêtes. Je vous dis à très bientôt. Bis à tous. Avertissement. Avec cette vidéo, nous abordons le sujet qui est au cœur de mes réflexions, les abductions. Je ne présenterai aucune scène violente, bien entendu, mais je signale à l'attention des internautes un certain paradoxe. En effet, nos yeux, ce sont surtout ceux des jeunes dont le cerveau est en développement qui intéressent l'éducateur que je suis encore. Nos yeux sont abreuvés d'images, que ce soit des films, des images de BD ou autres. Ces images sont reconnues comme étant de la fiction. La lecture joue le même rôle, sauf que la lecture stimule l'imaginaire, l'image le neutralise. Or, il se trouve que ce que je raconte et présente est analogue à de la lecture, avec un plus qui n'est pas anodin, ce que j'évoque ou explique c'est du réel intégral. Donc les effets sur l'imaginaire peuvent être conséquents chez des êtres hypersensibles ou fragiles psychologiquement. Alors prudence, peut-être, pour la découverte de certains dossiers que je présente, même partiellement. C'est à chacun de se connaître et de connaître les siens pour décider de la conduite à tenir à propos de ces visionnements. Bonjour. Alors, à partir de maintenant, je vais beaucoup insister sur le phénomène des abductions. Et je me suis particulièrement intéressé au cas présumé d'abduction, donc, parce que cela se produit lorsque des entités, apparemment de nature non humaine, procèdent à l'enlèvement temporaire d'un être humain. Et les circonstances qui président ce genre d'événements font irrémédiablement penser qu'il ne s'agit pas d'un rapt à la manière d'un kidnapping, comme cela est rapporté à propos d'êtres humains ayant vécu ce type d'événement. Cela n'a rien à voir. Donc il s'agit bien d'une situation d'enlèvement dans des conditions totalement paranormales. Ce terme permet d'opérer une différence intégrale, donc, avec ce qui est rapporté dans la presse lors de tels événements. Je me suis intéressé à ces cas pour 2 raisons. La première raison, c'est que ces relations se sont présentées à moi sans que je les sollicite
Je le répète encore une fois. Vous pensez bien que, néanmoins, à partir de ce moment, je me suis particulièrement accroché à ces témoignages. La deuxième raison, précisément, est liée à la première, c'est-à-dire que ces événements font partie d'un univers de phénomènes ayant des liens entre eux. Et ces événements qui sont de loin les plus importants dans leurs conséquences pour les êtres humains qui les subissent, cela doit conduire à une observation et des recherches les plus fines possibles, permettant d'accéder à de nouvelles connaissances très probablement. Mais il y a un autre aspect non négligeable, car au sujet de ces cas, il s'agit pour, disons, les hommes d'honneur que nous essayons d'être tous, il s'agit d'avoir une réaction qui est une nécessité humaine incontestable. Souvent en souffrance après une telle expérience, et cela pour des raisons sociétales bien précises, cet être doit pouvoir être écouté. Alors, vous voyez, mon ressenti est que désormais, toutes les avancées dans la recherche fondamentale, ainsi que dans les applications qui suivront, cela ne pourra être conduit qu'à partir de la prise en compte permanente et approfondie des phénomènes d'abduction, dans toutes leurs composantes. Certaines personnes pourront arguer de l'utopie de tels propos, vu leur originalité relative. J'assume complètement ce que je déclare, et je disparaîtrai de la planète en ayant gardé intacte cette conviction, aboutie à partir de toute l'expérience que j'ai pu assimiler dans ce domaine des explorations ufologiques. Ces phénomènes sont liés à ce que laisse entrevoir la nouvelle physique, celle des quantas. La recherche révélera un jour l'étendue encore inimaginable des bouleversements que cette nouvelle compréhension de ce que nous sommes vraiment, ainsi que la véritable nature de toutes ces réalités dans lesquelles nous sommes insérés et qui constituent en fait tous les ingrédients de l'espace universel. Ces découvertes ont été en partie anticipées par des artistes, écrivains, auteurs de BD, films d'anticipation, anticipation due au génie créateur de certains artistes ayant assimilé les prémices des découvertes les plus récentes et pourtant les moins popularisées. Ce n'est pas une nouveauté, cette capacité de certains artistes visionnaires, écrivains ou autres à avoir pu concrétiser dans des œuvres de fiction leur ressenti sur ces sujets. Les plus connus sont évidemment Jules Verne, en particulier avec des livres comme 20 000 lieues sous les mers ou De la Terre à la Lune, et Morgan Robertson. Ce dernier a complètement décrit par anticipation la funeste odyssée du Titanic. Je mentionne simplement d'autres célèbres personnalités dans ce registre particulier, comme Edgar Cayce ou Arthur Conan Doyle. Et bien plus près de nous, évidemment, George Orwell, avec son livre prophétique 1984. J'en oublie beaucoup. Il est nécessaire d'opérer sur ce thème un travail de pédagogie, afin de permettre au public le plus large de se familiariser avec ce phénomène en décrivant ses caractéristiques telles que nous les avons compilées, et ce sera
l'unique sujet développé dans la prochaine vidéo qui constituera la clôture de cette petite série. Série qui se terminera en fait par la vidéo concernant la conférence délivrée à Gymnos. Des travaux fondamentaux ont été réalisés aux États-Unis par des personnalités, des universitaires de premier plan. Il faut rendre hommage en France au travail de journalistes de la dimension de Marie-Thérèse Dobrosz ou Stéphane Alix pour leur travail de vulgarisation de ce phénomène à partir, au départ, c'est vrai, de cas américains incontestables, validés par des sommités que le monde universitaire français connaît très bien, par ailleurs, même s'il n'en parle pas beaucoup. J'ai nommé un trio incontournable aux USA, constitué par 3 personnages aujourd'hui, hélas, déjà disparus, le professeur John Mack, le grand artiste Bud Hopkins et le docteur Roger Lair. En France, les rapports sur ces phénomènes existent. Par exemple, le cas extraordinaire de Jean Miguère, largement publié en de nombreux articles sur l'Internet. Il se trouve que dans la panoplie de contactés que j'ai pu investiguer, il y a un cas très semblable à celui de Jean Miguère. J'en reparlerai. Je pense que ce qui est original et nécessaire dans ce que je présenterai dans la prochaine vidéo, ce sont les éléments redondants qui existent dans ce type de cas et qui permettent de se faire une idée précise de ces expériences vraiment hors du commun. Donc, présentées simplement et cependant d'une manière exhaustive pour le plus large public. Ce sera, si vous voulez, un vademecum, un mode d'emploi de l'enquêteur, du futur enquêteur dont nous avons tant besoin en France. Il ne s'agit pas de dire que tous les éléments qui seront décrits sont systématiquement présents dans ces situations particulières. Il s'agit d'affirmer qu'il y a présence à des degrés divers de la plupart de ces éléments et que quelques-unes de ces manifestations suffisent souvent à valider qu'il y a eu effectivement une abduction, c'est-à-dire un enlèvement temporaire. Et tout de suite après cette introduction, je vous décrirai un cas où vraiment, et je dirais, un seul élément a suffi pour montrer que il y a eu autre chose qu'une simple vision ou ressenti de phénomène. Alors j'ai dit nous dans la liste des éléments qui permettent de comprendre un peu à quel genre de situation on a affaire, parce que je suis loin d'être tout seul, vous pensez bien, à avoir investigué, à avoir écrit sur ce sujet. Donc je répète, j'essaye à partir de ma propre expérience de vous délivrer donc un certain nombre d'informations assez complètes, je pense néanmoins, mais c'est pas du tout exclusif. Je suis un parmi d'autres et ceux qui sont intéressés doivent aussi chercher, on le trouve facilement sur l'internet, des documents, et puis aussi il y a des clubs, il y a des réunions. Qui veut s'intéresser à cela trouve aujourd'hui la possibilité d'approfondir sa recherche, ses connaissances et tous les moyens nécessaires pour être utile aux autres dans ce domaine particulier. Donc je vais évoquer 4 dossiers
Parmi ceux que j'ai constitués et qui seront résumés, bien entendu, parce qu'il y a des dossiers extrêmement lourds en information. Mais j'essaierai d'extraire des particularités qui concrétiseront ce que je viens d'expliquer en tant que petite partie d'un tout qui est beaucoup plus empli de données collectées, bien entendu. Je vais tout d'abord évoquer le cas de Sophie. Lors d'une conférence dans notre ancienne salle de la Défense à Paris, un auditeur vint me dire à l'oreille qu'une dame lui aurait raconté des anecdotes en phase avec notre sujet pendant les temps morts de la réunion et que ce serait certainement utile que je prenne contact avec cette dame, par ailleurs d'allure tout à fait charmante. Eh bien, c'est ce qui se produisit. En fait, j'ai réuni une documentation conséquente sur ce cas, mais ce que je vais évoquer ici est quelque chose de vraiment très important, que je vais simplement raconter sans rajouter tous les enseignements à assimiler liés à la situation décrite. Vous allez voir. À propos du cas de Sophie, tout d'abord, un petit clin d'œil en passant au fameux GIPON. Il y avait une émission de présentation des travaux du GIPON à la télévision que j'avais regardé et j'ai été un peu surpris, même beaucoup surpris, de voir à l'écran affiché sur le mur du bureau, sur un mur du bureau du responsable de cet organisme, à l'époque, la photo de la représentation principale que j'ai réalisée à partir du témoignage de cette dame. Le GIPON ne m'a jamais contacté sur quoi que ce soit à propos de mes enquêtes ou reportages. Incroyable ce GIPON. Petit cachetier, hein? Venons-en directement au témoignage de cette dame, qui comporte plusieurs facettes. Je choisis celle qui m'a le plus appris. C'était, je pense, en 1974. J'avais 15 ans. Je dormais seul dans ma chambre. Mes 3 frères et sœurs, 14, 13 et 12 ans, dormaient dans les autres chambres. Alors que j'étais en demi-sommeil, vers 23 heures, je fus étonné par un éclairage inhabituel de la fenêtre à rideaux qui envahissait même la chambre. Il n'y avait pas de persienne. Intrigué, je me levai pour regarder au travers de la fenêtre, fermée. En dégageant le rideau, je vis devant moi, suspendue dans les airs, une énorme sphère lumineuse, uniformément éclairée par une lumière blanche qui n'aveuglait pas. Cette sphère, d'abord immobile, se mit à avancer vers notre maison avec une extrême lenteur. La lumière qui se dégageait de cette chose éclairait très doucement le paysage alentour. Il n'y avait aucun bruit. Je remarquai sur son côté gauche vers le haut un petit projecteur de couleur verte, mais il ne lançait pas de faisceau lumineux visible. Je me trouvais comme paralysé par cette vision. Je ressentis fortement ce qu'on peut appeler un contact télépathique. On m'invitait avec insistance à sortir de la maison. La suggestion ne me paraissait pas menaçante ni désagréable, mais je décidai de résister à cette invitation. Je me décidai à aller chercher mon frère Laurent. J'ai réussi à le tirer de son lit. Il était manifestement bien ensommeillé, et le fait de lui dire « Viens voir, il y a une soucoupe volante », cela ne contribua pas à le placer rapidement sur ses jambes. En arrivant devant la fenêtre, je constatai que la sphère avait disparu. Je me précipitai vers la chambre opposée pour observer la trajectoire de cette chose, une fois qu'elle se trouverait de ce côté-là. Rien. Du côté de la chambre des parents, par la fenêtre latérale, rien non plus. En fait, je ne vis vraiment plus rien. Tout redevint comme avant. Je n'ai jamais rien ressenti de particulier après cette expérience, exception faite de quelques flashs prémonitoires particulièrement précis.
Je me suis abstenu de parler de cette expérience autour de moi, car le peu que je pouvais raconter a toujours provoqué sourires entendus et remarques inopportunes. Je constatais que la sphère avait commencé à survoler la maison. J'ai réussi à me dégager de ma torpeur et j'appelais mes parents puis mes frères pour qu'ils viennent voir. En vain, personne ne voulait ou ne pouvait pas être dérangé. Complément d'enquête. Après bien des hésitations, Sophie, puisque c'est son prénom, me confia qu'il lui revenait un souvenir précis d'une séquence de vision qu'elle retint de cette expérience et qu'elle avait eu du mal à me confier auparavant, ne l'ayant jamais dit à personne. Mais Sophie me dit que je l'avais mise en totale confiance. Elle ne sait pas comment, elle s'en fut un bref instant, probablement à l'intérieur de la sphère. Par le côté, où il y avait le petit projecteur à la lumière verte, lui semble-t-elle. Mais la vision ci-dessous, représentée, reste imprimée à jamais dans sa mémoire. La boule lumineuse avait 20 à 30 mètres de diamètre. C'était aussi son altitude probable. Elle éclairait faiblement alentour. L'entrée était du côté du petit projecteur vert. À l'intérieur, j'eus l'impression d'être près de l'entrée et que toute lumière était atténuée pour que j'en voie un minimum. Ce fut très bref, je ne me souviens de rien d'autre. À un moment donné de ses explications et descriptions, elle me dira toute go comment elle a pu observer certains détails à l'intérieur de cette sphère. Après l'avoir laissé témoigner, je lui fis gentiment remarquer à Sophie, tout à la fin de cette description de sa relation, qu'elle m'avait toujours déclaré seulement avoir vu cette sphère depuis l'extérieur, abritée qu'elle était dans sa maison, devant sa fenêtre. Je fus le témoin privilégié de l'énorme surprise qu'elle manifesta à ce moment. C'était la première fois, la toute première fois depuis cet événement qu'elle prenait conscience de son intrusion à l'intérieur de cette sphère, sans pouvoir se souvenir de la façon avec laquelle elle avait pu se trouver dans cette situation. La magie de l'interview avait produit cet effet inattendu et rare, pour moi surtout, rare, très rare. C'est à partir de ces descriptions que nous sommes arrivés à nous mettre d'accord sur la représentation nécessairement schématisée à laquelle nous sommes arrivés. Et cette représentation, je vous la montre. Je ne suis pas un artiste, mais l'important, c'est que j'avais l'accord complet de Sophie par rapport à cette représentation. Eh bien, c'est cette image que j'ai vue à la télé, affichée parmi bien d'autres documents, naturellement, sur un mur du bureau du directeur du GIPAN. Enquête terminée le 26 avril 2002 par Gérard Desforges pour Lumière dans la nuit. À noter, un médecin s'était étonné de la cicatrice présente au niveau du poignet droit de Sophie, semblable à celle que l'on rencontre dans certaines tentatives de suicide. Sophie ne se souvient d'aucun geste ou intervention à ce niveau. Une radiographie récente a été faite afin de vérifier l'éventuelle présence d'une trace ou anomalie. La boule lumineuse avait 20 à 30 mètres de diamètre. J'eus l'impression d'être près de l'entrée et que toute lumière était atténuée pour que j'en voie un minimum. Le petit personnage m'en semblait osciller légèrement dans le sens vertical. Ce fut très bref, je ne me souviens de rien d'autre. Donc à propos de Sophie, et cela arrive très souvent dans ce genre d'investigation, j'ai droit à d'autres témoignages de sa part. Sophie, c'est particulier, c'est très particulier parce que il se trouve que j'ai essayé aussi de l'aider pour des problèmes familiaux concernant ses petits-enfants, des problèmes graves, très graves. Et mon aide, hélas, n'a pas été couronnée de succès, loin de là, avec la disparition volontaire de Sophie. Une très triste histoire. Sophie me narra aussi un incroyable épisode de NDE, dont les causes me furent bien expliquées dans la relation de cet autre événement, relation que j'ai aussi consignée dans mon livre numérique, sous le titre « De l'autre côté de la porte dorée ».
de la page 178 à 185. C'est à la faveur de ce témoignage que nous pûmes rencontrer une personne assez extraordinaire. Vous trouverez pas mal de renseignements la concernant sur le web. C'est Nicole Dron, D-R-O-N, une conférencière et témoin émérite qui a largement et clairement témoigné avec beaucoup de talent de son incroyable expérience de NDE précisément. Il y a aussi un autre témoignage de la part de Sophie lié aux ovnis, de la page 221 à 223 de mon livre. Voilà. Donc il y aura encore beaucoup à dire sur Sophie. Et je vais vous présenter maintenant, bien sûr, sommairement, un autre dossier. Le cas Marc. Ce témoignage est parvenu à un groupe d'ufologues 22 ans après les faits. Monsieur Marc Beckmont dirigeait une petite entreprise de transport par ambulance à Cusset, près de Vichy, dans l'Allier. Et dans la soirée du 15 août 1990, vers 21h, il est appelé par une patiente habitant la commune de Saint-Germain-des-Fossés. Cette femme devait se rendre au chevet de son mari décédé subitement à la suite d'un cancer, à l'hôpital de Sébaza, au nord de Clermont-Ferrand. La voiture est un VSL, véhicule sanitaire léger, de marque Ford Scorpio 215 TD. C'est sur la route du retour que va avoir lieu une rencontre plutôt insolite. Après les formalités d'usage nécessaires pour le décès, à l'occasion du décès du mari, le véhicule repart de l'hôpital de Sébaza vers 0h35 du matin, au matin donc de ce 16 août 1990, par la route nationale numéro 9. Le parcours se passe bien jusqu'à Ghana. Et c'est à ce moment que tout va d'un seul coup totalement changer, on peut même dire basculer. Un phénomène extraordinaire de changement d'environnement se produit dès la sortie de Ghana, sur cette route droite qui conduit en direction de Lyon et Konya-Lyon. Soudain, il n'y a plus aucun bruit, rien, un silence total, une situation tout à fait anormale, très étrange. C'est à partir de cet endroit qu'une boule de lumière orangée apparaît très loin au ras des champs de Limagne, de la plaine de Limagne. Le conducteur en parle à sa passagère, naturellement, qui, en regardant à sa droite, voit la boule, tout comme lui. C'est un peu plus loin, après Konya-Lyon, que d'un seul coup, en l'espace de quelques secondes, la boule traverse au ras des champs à une vitesse inouïe, prenant une dimension évidemment beaucoup plus impressionnante d'en se rapprocher. Elle se dirige vers eux pour venir s'immobiliser sur le côté droit, où se trouve donc la passagère qui est terrifiée, en état de choc, face à ce qu'elle était en train de voir arriver sur la voiture. À cet instant, l'ambulancier confirme que la voiture continue à rouler normalement, même si l'on n'entend plus rien, aucun son, aucun bruit de moteur. Le VSL poursuit sa route dans un silence total, tout en étant suivi par cette gigantesque boule de couleur orangée. Ce silence est d'autant plus impressionnant que cette voiture est renommée pour être assez bruyante à l'époque. Curieusement, sur la route, donc, il n'y a plus aucune voiture sur cette voie. Et je rappelle, il s'agit du 15 août. Habituellement, les noctambules, surtout près d'une boîte de nuit qui fonctionne cette nuit-là dans les parages,
les noctambules sont nombreux et répartis, éparpillés un peu partout. Là, plus personne, rien. Le désert, ce qui n'était pas le cas quelques secondes, je dirais, auparavant. Alors, ce n'est pas un phare. Il y a vraiment une sphère de plusieurs mètres, imposante par sa taille, entourée d'une sorte de vapeur qui sort par en dessous. Voyant arriver cette grosse boule sur elle, la cliente prend vraiment très peur et déclenche même une crise de nerfs. Elle crie avant de se retrouver muette de stupeur, comme incapable de sortir un son. La boule l'essuie quelques secondes avant de disparaître en un éclair, pour revenir et redescendre à nouveau face à la voiture, puis disparaître encore pour revenir encore quelques instants plus tard. Quelques kilomètres plus loin, la sphère réapparaît à nouveau, se mettant devant eux à une certaine distance. Puis elle se déplace verticalement, elle monte et redescend, disparaît, réapparaît plusieurs fois en alternance devant eux. Cela dure un bon moment, jusqu'à la descente devant la voiture à quelques mètres en vol stationnaire, face au véhicule qui s'immobilise doucement, sans brutalité, sans bruit. Lorsque l'ambulancier a voulu sortir de la voiture, probablement poussé par une sorte d'injonction, il a eu une sensation incroyable de légèreté, d'être là en suspension, dans une bulle, isolé dans un cocon. Les investigations montreront que dans le parcours de Marc et de sa passagère, quand on examinera, je dirais, ce parcours, tous les paramètres qui ont présidé à ce parcours, eh bien, il sera trouvé un missing time, un temps manquant d'environ 3 heures. 3 heures de retard complètement inexplicable. Dans ce témoignage, il se produit un certain nombre de phénomènes très particuliers, en dehors même de ce temps manquant. Annihilation de l'état de veille donc chez la passagère, transformation intégrale de l'environnement, aspect, bruit inexistant, bulle de solitude, téléportation probable ou quasi du conducteur dans l'engin étranger, mise en présence d'êtres dont Marc a trouvé une représentation très approchante que je vous présenterai. De gros soucis seront constatés sur le véhicule, qui devra bientôt être considéré comme hors d'usage par le concessionnaire. Investigation médicale très particulière aussi bien. Les conséquences psychologiques sont proprement vertigineuses. De plus, si Jean Miguer, qui était ambulancier, tout comme Marc, a été ensuite assassiné par un détraqué, c'est l'expression communément utilisée dans ce genre de situation, je ne vous l'apprends pas, vous êtes au courant, et cela permet de vite refermer la parenthèse. Marc, lui, est toujours vivant, heureusement, sauf qu'il a été assassiné dans sa carrière professionnelle par des comportements criminels qui ont été manigancés à son encontre de la part de son employeur et de l'environnement auquel il a eu affaire quand il a voulu essayer d'expliquer ce qui lui était arrivé. Et là, il y a beaucoup à dire, mais c'est quelque chose d'inouï, inouï. Enfin,
Pour être complet, la justice s'est déclarée incompétente pour traiter son dossier, pourtant très lourdement argumenté. De plus, et heureusement, il a quand même pu bénéficier normalement de ses droits légitimes à la retraite qui tombaient pile alors qu'il ne pouvait plus exercer dans son métier préféré. Ouf. Autre point important qui contrebalancera heureusement ce qui s'est passé auparavant. Marc a rencontré un ange. Cela lui était annoncé avant même qu'il la connaisse. Il m'avait fait part de cette prédiction parmi bien d'autres anticipations plus étonnantes les unes que les autres. Je dois en partie maintenant rendre hommage à un groupe de recherche pour la contre-enquête que l'on m'a proposé de réaliser sur le cas de Marc. Je dois fournir ici un minimum d'explications. Nous sommes 3 enquêteurs très proches les uns des autres à avoir validé les témoignages de Marc. 3 autres enquêteurs d'un groupe très sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la question des ovnis, dirigés pour ce cas par un monsieur qui a cependant toute mon estime. Cet investigateur très sérieux m'a proposé de solliciter Marc pour une contre-enquête. Je lui ai proposé à Marc qui a accepté. J'ai été quand même désolé de n'avoir jamais pu lire le compte-rendu de cette contre-enquête, même plusieurs années après. Par contre, interrogé par moi-même en réunion publique à la Défense, en présence du principal intéressé, venu tout spécialement du Midi pour me retrouver à cette conférence, eh bien, ce responsable a admis devant un public silencieux que le cas Marc, c'était vraiment sérieux, à tel point qu'il n'a pas pu signaler une quelconque anecdote capable de mettre en doute les dépositions de Marc avec les éléments qu'ils ont recueillis sur le terrain. Ce dossier occupe un grand nombre de pages dans mon document numérique. Voici les premières représentations par Marc de l'engin auquel ils ont été confrontés avec sa passagère. Puis la finalisation de cette représentation par un ami ufologue qui lui aussi a connu avec son frère une expérience tout à fait extraordinaire, et j'ai pu recueillir ce dossier d'ailleurs. Et il se trouve que cet ami, ce contact qui nous est très cher, est graphiste professionnel. Quelle chance! Et voici donc ce qu'il a réussi à traduire à partir des descriptions de Marc. Et nous avons trouvé, Marc a trouvé, une représentation qu'il pense assez proche du visage, de la face des êtres en face desquels il a été confronté dans le fameux engin, dans cette fameuse boule. Marc a été accompagné toute sa vie par ces phénomènes d'une très grande variété, ainsi
que par des êtres parfois venus de nulle part et ayant disparu de la même façon. Cette proximité avec le mystère est quasi permanente chez Marc. C'est vraiment un cas phénoménal. D'autres témoignages concernant ce type d'engin ont été enregistrés, sans le phénomène d'abduction rapporté. Voici un exemple communiqué par l'un de mes contacts et amis. Un témoignage assez proche de celui de Marc dans un lieu et contexte complètement différent, à hauteur de l'étang de Neugrange, dans le 57, sur le chemin appelé route de Roth. Vision à la hauteur des arbres bordant le côté opposé de l'étang, d'une boule plus sombre que le ciel environnant, éclairée par une rangée de hublots carrés émettant une lumière jaune. Cette boule peut avoir un diamètre de 20 à 30 mètres, l'éloignement est évalué à environ 300 mètres. Stupéfait, Madame C. et son fils voient l'engin qui était précédemment immobile se mouvoir lentement d'ouest en est, survoler la forêt et les suivre à distance. L'objet se trouve dans l'axe du château qui se dresse sur les bords de l'étang. À ce moment, le témoin aperçoit sur sa droite, haut dans le ciel, entre 45 et 60 degrés, un ensemble de 6 ou 7 boules groupées qui semblent se diriger en chutant vers la sphère de gauche. Elles ont l'aspect d'étoiles filantes quant à leur couleur, blanc, vif, et ont toute la taille d'un petit avion. Ces boules disparaissent derrière la sphère de gauche. La conductrice accélère alors. La voiture ne s'était pas arrêtée, mais roulait à faible allure, pratiquement au pas. L'objet suit la voiture. Le trajet a duré 10 minutes, dont 3 consacrées à l'observation. De retour à la maison, les deux témoins font part de leur observation à Monsieur C. L'enfant aura énormément de mal à s'endormir. Il racontera avoir eu de nombreux cauchemars.